Bonjour. Donc moi je suis aujourd'hui professeure de sociologie à l'université Paris-Cité. Ma formation en tant que chercheuse et mon travail s'inscrit à la fois en histoire des sciences et en sociologie des sciences. J'ai particulièrement travaillé en histoire des sciences pendant un certain nombre d'années. J'ai fait ma thèse sur le laboratoire Curie et l'histoire de la radioactivité entre sciences et industrie. Et je crois que dès ma thèse, il y a quelque chose peut-être qui caractérise mon travail, à savoir travailler aux frontières. Travailler vraiment, non pas en m'inscrivant uniquement à un endroit, mais toujours en mettant en perspective, en comparant. Et c'est probablement la raison qui m'a amenée à la fois m'intéresser à des mises en perspective historiques, mais également aux problématiques contemporaines, d'où cette double inscription, à la fois en histoire et en sociologie. Les enjeux de connaissance et de savoir, oui, et l'exploration de territoires inconnus. Je crois, et ça continue à être vraiment une caractéristique de mon travail en histoire et en sociologie des sciences, je m'intéresse beaucoup plus aux domaines émergents, aux questions qui se posent à la science sur des territoires où finalement on est dans l'incertitude, où on mesure ou pas le degré d'incertitude, et on est dans des formes d'ignorance très différentes de ce que j'ai travaillé après sur le risque, mais où on voit des problèmes et on ne sait pas. En m'intéressant à la naissance de la radioactivité, autant à la fois comme phénomène mais comme champ de recherche, c'est exactement ça, c'est-à-dire on fait une série de travaux qui peuvent paraître assez banals, Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie, Rutherford, et des petites choses qui vont questionner ce qu'on sait sur la matière, ce qu'on sait sur le monde qui nous entoure, et donc comment des scientifiques, avec un regard particulier, vont explorer finalement ce qui sont des grandes questions. Et dans mon travail, dès le travail des thèses, et je me rends compte aujourd'hui, je m'intéresse énormément à la manière différente que des scientifiques ont de, comment dire, de se saisir de certaines questions et le faire forcément à travers un angle. On ne peut pas tout faire en sciences. Marie Curie avait posé des questions sur ce que sont les sources radioactives, quand Rutherford s'intéressait à la nature même de la radioactivité. Et c'est cette démarche, je crois, qui reste constante quand je m'intéresse aujourd'hui à ce que la crise environnementale globale fait au champ de recherche scientifique, comment on peut être face à des grands problèmes et tenter de les saisir avec les moyens que les uns et les autres ont, les différents scientifiques ont, donc avec la création de nouveaux savoirs, mais aussi la mesure de l'étendue finalement de notre ignorance. Alors, c'est une question qui n'est pas facile dans la mesure où nos influences intellectuelles peuvent être multiples. À l'évidence, le travail que j'ai réalisé, que je continue à réaliser, a été profondément influencé par celui qui a été mon directeur de thèse, Dominique Pestre, et je crois que je m'inscris pleinement dans sa démarche. Dominique Pestre était à la fois un historien des sciences, et nous avons fait finalement la transposition vers le contemporain, vers le programme du gouvernement des technosciences, ensemble, collectivement. C'est tout un groupe qui a travaillé sur ces questions-là. Et donc, sa réflexion, son agilité intellectuelle m'ont toujours marqué. Mais en ce qui concerne également mon travail, je crois que je peux dire, en tout cas, tout le travail que j'ai pu réaliser sur la radioactivité, sur la guerre froide, a été aussi influencé par d'autres collègues, John Krieg, etc., mais aussi par un collègue relativement jeune qui est aujourd'hui décédé,
qui est Jeff Hughes, qui a travaillé avec Simon Scheffer à Cambridge et qui avait fait vraiment une thèse absolument brillante sur l'histoire de la radioactivité, et sa démarche, son intérêt pour, disons, en apportant des déplacements, en s'intéressant à des petites choses, et tout en ouvrant vraiment des questions globales, c'est l'occasion peut-être de lui rendre aussi hommage. Alors, sur les risques et la société du risque, qui était un sujet, disons, très discuté en sociologie, plutôt en sociologie à la suite de l'ouvrage de Ulrich Beck, autant qu'historienne, Nathalie Jass et moi avons voulu justement poser une démarche qui est la mise en perspective historique. Nous n'étions pas toutes seules. Justement, l'influence de Dominique Pestre, le Centre Coiré, où il y avait d'autres collègues à l'époque qui étaient jeunes, qui s'intéressaient également à cette question-là, je pense notamment à Jean-Baptiste Fressos, c'était l'idée d'aller regarder dans la durée ce que sont les risques et les modalités de leur traitement. Alors, dans notre travail commun, on a beaucoup travaillé ensemble avec Nathalie Jass, et je crois que cette collaboration était extrêmement fructueuse, car nous venions d'univers très différents. Nathalie travaille sur les pesticides, je venais plutôt du nucléaire, et le croisement, et puis le regard parfois différent et parfois convergent, parce qu'on avait aussi une manière de regarder les problèmes qui était commune, a donné lieu, je crois, à un programme riche, et notamment la mise en perspective des modes de gouvernement des toxiques depuis 1945, où nous avons discuté dans le cadre d'un colloque international d'abord, qui a débouché sur un livre qui est Powerland Science. Alors, dans Powerland Science, avec un point d'interrogation, finalement, une des interrogations fondamentales de ce livre, c'est la place des savoirs scientifiques dans la conceptualisation, la gestion, le gouvernement des problèmes sanitaires et environnementaux sur la longue durée. Et nous posions la question de savoir, est-ce que la science est impuissante ? La science est impuissante, poser ainsi la question, revient à poser la question de savoir qu'à la fois nous avions une accumulation énorme de connaissances, mais qui ne débouchait pas forcément sur une action publique, mais à un autre bout, il y avait vraiment un déficit de connaissances important sur un certain nombre de sujets, et que ce déficit avait façonné la manière dont la régulation était organisée et l'état du monde dans lequel nous étions. Donc, une situation contradictoire où on pouvait avoir énormément de connaissances, notamment en épidémiologie, en toxicologie, mais pas forcément les connaissances pertinentes pour saisir certains problèmes, ou alors l'absence de connaissances. Et c'est ça peut-être qui nous a amenés à nous intéresser aux études sur l'ignorance. Dans ce texte, cette introduction d'un numéro spécial qui était sur le risque et la société du risque, nous avions conçu ce texte comme en quelque sorte un programme de travail, et c'est le programme de travail que nous avons essayé de mettre en œuvre après 2008. Et effectivement, nous pointions quelque chose qu'on connaît encore aujourd'hui, que les sciences sociales, dans beaucoup de cas, s'intéressent à l'espace public, à ce qui est visible, et quand on dit ce qui est visible, ça veut dire aussi ce que des acteurs rendent visible à un moment donné, des acteurs qui peuvent être médiatiques, politiques, industriels ou autres. Et au regard de nos travaux précédents, mais aussi comme une posture intellectuelle, il nous semblait intéressant de vraiment pointer le fait qu'il y avait un certain nombre d'actions, de décisions, de politiques qui étaient façonnées non pas dans l'espace public, même si ce dernier avait une influence certaine, mais dans des espaces clos, non visibles, ou alors il y avait également des savoirs ou des modes d'organisation qui n'étaient pas visibles publiquement. Certes, l'enquête pouvait être difficile dans ce cas-là,
Mais en tout cas, en ce qui concernait les toxiques, il nous semblait absolument indispensable de s'y intéresser. Et je crois que depuis, beaucoup de travaux, y compris dans les risques, se sont intéressés à ce qu'on a appelé parfois en sciences politiques des espaces discrets. Mais ce qui fait peut-être la particularité des études de sciences, c'est à la fois de s'intéresser à des espaces d'acteurs discrets, mais aussi à des modalités matérielles de l'organisation des savoirs qui pouvaient rendre certains problèmes plus saillants que d'autres. Et c'est ça qu'on a essayé vraiment de suivre et qu'on continue. De fait, je crois que cette posture de voir comment l'espace public influe, bien sûr, sur la manière dont les problèmes sont mis en forme, discutés, mais que toute une partie de la production du social ne se passe pas sous les yeux de tous. Et c'est pas du dévoilement, c'est plutôt la volonté de montrer justement comment est produit le social dans ces espaces discrets. C'est-à-dire si on voulait donner un exemple justement de cette production dans des espaces plus discrets, je crois qu'il y a différents types d'exemples qu'on peut prendre. Parmi les travaux que j'ai personnellement menés, les recherches sur le risque, comment le risk assessment est né, je crois que j'ai apporté un éclairage inédit sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement de mobilisation dans l'espace public qui ont porté la question du risque, mais que des acteurs dans des espaces d'expertise au sein de l'Académie des sciences américaines et au sein d'agences ont conceptualisé, ont mis en œuvre toute une réflexion pour concevoir des instruments de gestion de risque qui sont devenus très courants, l'analyse des risques, l'évaluation des risques, et qui se sont répandus sans qu'on sache très bien d'où ils viennent. Donc voilà un exemple. Je prendrai peut-être un autre exemple plus contemporain auquel je m'intéresse aujourd'hui. Comment la science est en train de, disons, certains secteurs scientifiques réfléchissent à la réorganisation de la recherche scientifique autour des questions de durabilité, avec l'idée justement que la recherche deviendrait plus vertueuse en s'emparant de ces questions-là. Or, quand on examine justement certains espaces discrets, comment ces champs naissent et sont discutés, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe et où on voit même des industriels du pétrole pousser à la constitution de ce type de champ. Il ne s'agit pas, en tout cas dans ma perspective, de dénoncer, mais d'inviter à se méfier en quelque sorte de ce qui paraît évident, aller de soi dans l'espace public pour s'intéresser aux dynamiques très complexes et les enjeux contradictoires qui marquent les questions que nous traitons, à savoir les risques, la crise environnementale, etc. C'est pas une question simple à mettre en œuvre empiriquement. Alors comment est-ce qu'on fait quand on décide de s'intéresser justement à ce qui n'est pas forcément visible, aux espaces discrets? Je crois qu'une des méthodes que nous avons en tout cas mis en œuvre collectivement, c'est de prendre au sérieux les propositions de Foucault sur les généalogies. Et lorsqu'on a un concept, lorsqu'on a un champ, lorsqu'on a une idée, c'est d'essayer de remonter où est-ce qu'elle est née. Mais pas remonter dans les textes, d'essayer vraiment de repérer très précisément les premières formulations, qui sont les acteurs qui l'ont portée, qui étaient en relation avec qui, etc. Et lorsqu'on a un peu de chance, et on souffre peut-être de ça en France, c'est de trouver
soit des groupes d'experts, soit un scientifique ou en tout cas certains acteurs qui ont des archives. C'est vrai qu'on est des historiens, nous aimons les archives et peut-être moi personnellement j'aime beaucoup les archives non classées parce que comme elles ne sont pas triées, cela nous permet parfois, en tout cas si on a un peu de chance, mais il faut chercher, hein, il faut provoquer sa chance, il faut croiser les différents fonds pour essayer de trouver des informations, de les recouper et de les mettre en relation, toujours avec un regard interrogatif, voilà, de ne pas prendre, mais ça c'est vraiment Dominique Pestre, je crois, qui nous l'a vraiment appris, ce que disent les acteurs, il ne s'agit pas de contredire, ils le disent pour des très bonnes raisons, il faut comprendre pourquoi ils disent ce qu'ils disent, mais il ne faut pas regarder que simplement ce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font. Et ça, je crois que c'est un principe de méthode qui est très, très, très important et qu'on continue à appliquer. Personnellement, j'affectionne les archives non classées de l'époque de ma thèse déjà. J'ai beaucoup travaillé sur des archives qui n'étaient pas connues, qui étaient le service de mesure du laboratoire Curie, qui ont permis de montrer à quel point Marie Curie était très liée à l'industrie du radium et à quel point la préoccupation qu'elle avait de l'industrie qui était complètement en contradiction avec l'image publique justement qui s'était construite et que Marie Curie elle-même avait parfois contribué à construire dans l'espace public. Par la suite, j'ai eu également, je pense, c'est pas que j'ai la chance, de fait, spontanément, j'essaye de chercher des archives non classées, mais c'était peut-être plus facile avant qu'aujourd'hui, parce que, disons, la portée politique des archives, beaucoup d'acteurs commencent à le mesurer. Mais j'ai travaillé sur le service central de protection des radiations ionisantes, dans mon travail sur l'histoire de la protection contre les radiations et la radioactivité. Et j'ai pu y accéder à une période où les différentes boîtes d'archives n'étaient pas classées. Donc j'ai trouvé un certain nombre de lettres, etc. De la même manière, au NRC américain, les archives étaient rendues publiques, parce que les règles sont appliquées de manière plus stricte aux États-Unis sur la mise en public des archives, mais à l'époque, les boîtes n'étaient pas entièrement classées. Je serais très heureuse de consulter les archives classées, mais je sais le temps que ça prend. Voilà, après il y a d'autres archives auxquelles j'ai eu accès dans le cadre de mon travail actuel sur les terres rares, mais ça je ne le mentionnerai pas parce que parfois on obtient aussi des archives de certains acteurs et on est tenu de protéger en quelque sorte nos sources malgré toutes les discussions sur l'accès aux données que nous connaissons aujourd'hui. Alors, dans nos travaux, Nathalie Jass et moi, je pense qu'on a travaillé de manière très empirique à partir d'études de cas, mais il nous importait d'essayer de comprendre les transformations de longue durée. Et à partir de nos cas d'études, des travaux d'autres collègues, de nos réflexions croisées, on a dégagé 3 modes de gouvernement des toxiques, à savoir un gouvernement par la maîtrise ou par les normes. Notre vocabulaire a parfois varié, mais l'idée de ce premier gouvernement, c'est un gouvernement par le containment, ce qu'on appelle en anglais containment, la possibilité de contenir dans des espaces limités et en utilisant des normes. Le deuxième gouvernement, c'est un gouvernement par le risque qu'on a vu émerger à partir des années 70 et qui est une réponse en quelque sorte à l'échec du gouvernement par le containment. Un troisième gouvernement qui est le gouvernement par l'adaptation. Je vais revenir sur ce troisième gouvernement. Ce qu'on a vu pour les toxiques, je crois qu'on peut le souligner que ces modes de gouvernement, on va les retrouver dans différents secteurs. Ce qui nous intéressait, cette dimension générique. Et on a essayé de montrer d'abord que ce n'est pas des gouvernements qui se succèdent, mais plutôt des modes de gouvernement qui se superposent des uns aux autres, qui apparaissent à un moment donné, qui s'enchevêtrent
et qui aujourd'hui coexistent et sont mobilisés de manière différente en fonction des sujets. Dans ces modes de gouvernement, il y a à chaque fois des instruments spécifiques qui paraissent à tel ou tel moment. Par exemple, dans le gouvernement par la maîtrise, les normes, les valeurs limites jouent un rôle important. L'idée, c'est qu'on a des valeurs en dessous desquelles le risque est considéré comme négligeable. Or, l'exposition aux faibles doses, l'accumulation des travaux en toxicologie, en épidémiologie, a fini par montrer que même en dessous, l'exposition en dessous de certaines doses peut être à l'origine d'un certain nombre de maladies. Et donc, cette incapacité finalement à pouvoir maîtriser les polluants ou les toxiques dans des espaces donnés, le fait que même à faible dose, ils pouvaient provoquer des problèmes, a débouché sur le gouvernement des risques à partir des années 70 et qui est caractérisé par l'évaluation des risques, c'est-à-dire la reconnaissance qu'il n'y a pas de risque zéro selon une expression qui a été mise en avant par des experts à l'époque, et qu'il s'agit donc de définir le degré de risque qu'une société à un moment donné est prise à prendre, mais aussi le degré des risques pour des réparations. Et puis peut-être ce qu'on a pointé, et on est frappé à quel point c'est un mode de gouvernement qui s'est déployé, développé depuis le moment où on l'avait pointé autour de 2012-2014, qui est le gouvernement par l'adaptation. L'idée finalement que la généralisation des pollutions débouche sur une difficulté réelle à gérer les effets de manière collective, même si on met en place des mesures de réduction du risque, et qu'il s'agit désormais d'apprendre à vivre dans un monde toxique. Alors comment est-ce qu'on apprend à vivre dans un monde toxique? Par les comportements individuels. Chacun devient son propre gestionnaire de risque, que ce soit sur les questions d'alimentation, sur le fait par exemple de se protéger, de ne pas sortir le jour où il y a des pics de pollution pour les personnes les plus vulnérables. Je donne cet exemple parce que c'est un scientifique qui me l'a donné hier, où il défendait pleinement cette idée. Mais on l'a aussi vu dans la gestion de territoires contaminés comme d'abord à Tchernobyl et puis Fukushima. C'est vraiment l'aveu qu'on n'est pas en mesure de contenir pleinement les toxiques et donc que de toute façon nous devons vivre avec eux à long terme. Tout à fait. C'est-à-dire que si on prend le gouvernement par la maîtrise, il correspond à un moment où des scientifiques et des experts étaient convaincus que la production de certaines données permettait de gérer certains problèmes. Donc il s'agissait réellement de développer des recherches, de pouvoir disposer de suffisamment de données pour pouvoir mettre en œuvre une politique ou une expertise à un moment donné. Le gouvernement par les risques pointe l'incertitude. Je crois que vraiment c'est un point important, le calcul du risque, etc., a pointé à quel point on pouvait avoir des savoirs qu'on pensait stables, certains, mais qui sont discutés, remis en cause au regard de résultats scientifiques. Mais ce gouvernement par le risque fait intervenir aussi des nouveaux acteurs producteurs de savoir qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui dominaient le mode de gestion par les normes et la maîtrise. On voit par exemple vraiment le développement de ce qu'on appelle la psychologie des risques, la psychologie des perceptions au-delà des risques, des gens très connus, Tversky, Slovic par la suite, qui ont proposé des concepts comme les biais de perception, qui est une psychologie qui est vraiment qui va au-delà de la question des risques. Et le deuxième groupe présent dans le premier gouvernement, mais qui va aussi acquérir
une importance réelle dans le mode de gouvernement par les risques, ce sont les économistes. Donc un savoir économique, pourquoi ? Parce que dans le mode de gouvernement par les risques, contrairement peut-être à la maîtrise aux normes, en tout cas dans ce qui est dit, ce n'est pas qu'une question de science, c'est aussi une question de risque et de ce qu'on appellerait des bénéfices. Donc il faut des scientifiques, il faut des savoirs qui soient en mesure de donner des éléments sur cette question très compliquée des risques et des bénéfices. Sur l'adaptation, et ça c'est une question qui mérite qu'on regarde de plus près, ce qui est vraiment peut-être en plus de ces acteurs-là, ce sont les sciences sociales qui sont appelées à la rescousse pour donner des éléments sur le comportement des populations. Les sciences sociales, en ce qui concerne les risques et les toxiques et les problèmes environnementaux, je crois, ont des positions variées et peuvent même avoir des positions contradictoires. Dans une partie des sciences sociales, on contribuait à outiller les stratégies d'entreprises industrielles, par exemple sur le fonctionnement des médias, sur comment porter une cause, sur les stratégies de diversion, etc. Ou par la mise en place d'outils de management de la critique. C'est quelque chose qui est documenté par des travaux de collègues, je pense notamment au travail de Cézanne Topchou dans le cas du nucléaire. Mais je crois que les sciences sociales ont et peuvent avoir un rôle très différent, qui est justement de proposer des analyses fines de ce qui est à l'œuvre, et ça a été fait par les travaux sur la néontologie ou les travaux sur l'ignorance, ou encore de proposer vraiment des analyses fines sur le fonctionnement des systèmes de régulation, sur les logiques systémiques qui sont à l'origine de la toxification un peu généralisée de notre monde, des écosystèmes et des corps. Ce qui motive les différents acteurs pour agir à un moment donné sur des problèmes aussi importants que la vie sur les territoires très contaminés, les ressorts peuvent être très différents. Je crois qu'il est très important d'avoir en tête qu'une même action peut être conduite par des acteurs qui portent des visions différentes et qui sont mus par soit des intérêts, soit des intentions différentes. Mais, et je crois qu'on peut le dire de manière très très claire, hein, pour l'avoir étudié de près, l'accumulation des problèmes de toxification des toxiques fait qu'on sait, à partir de travaux scientifiques, qu'est-ce que c'est qu'un sol pollué, est-ce qu'on peut le décontaminer, etc. ou pas. Et ce qu'on voit depuis un certain nombre d'années, ce sont des acteurs, je peux qualifier avec un certain degré de cynisme, promouvoir des politiques de manière très volontaire, en inscrivant leurs actions dans des organisations internationales, en œuvrant à la promotion de collaboration avec des associations et des ONG, la promotion justement de politiques du vivre avec sur la base individuelle, en ne tenant absolument pas compte de l'accumulation de savoir que nous avons, ou encore du retour de cas, parce qu'entre Tchernobyl par exemple en 1986 et Fukushima bien plus tard, on a appris un certain nombre de choses. Or ces acteurs continuent, et c'est pas par ignorance, en tout cas je pense à certains acteurs très précis, il y a réellement une stratégie de management, de gestion pour le profit de telle ou telle, souvent des grandes industries, hein, soyons clairs, de certains problèmes. Et je crois que ne pas le voir, parce que parfois en sciences sociales, la question de l'intentionnalité est très compliquée,
mais ne pas voir qu'il y a des acteurs qui ont des stratégies, c'est nier ce qu'est même le fonctionnement de nos sociétés. On sait, les acteurs eux-mêmes le disent, donc voilà. La question de vraiment la globalisation des risques est une question qui a été au cœur de vraiment de nos réflexions collectives. Je crois que le programme que Dominique Pest avait dirigé d'abord à Coiré, au centre Alexandre Coiré sur le gouvernement global des technosciences, a été un peu le creuset qui a permis des réflexions croisées sur ce que la globalisation des risques induit dans la conception, la conceptualisation des problèmes, mais aussi dans leur mode de gestion. Et nous avons conduit un séminaire collectif pendant plusieurs années qui a débouché sur un ouvrage collectif dirigé par Dominique Pest sur le gouvernement des technosciences. Mais parallèlement à ce travail, nous avions engagé des réflexions collectives, notamment dans le cadre d'un travail que Emmanuel Henry et moi-même avions coordonné sur transnationalisation des risques versus européanisation des risques, les formes de transnationalisation qui a débouché sur ce livre qui est la mondialisation des risques. Alors, qu'est-ce que la globalisation des risques fait, en quelque sorte, à leur mode de gestion? Elle contribue très certainement d'abord, elle a contribué à la mondialisation du gouvernement par le risque, parce que ça, on l'a vu très très vite en quelques années, mais elle contribue à l'aveu, finalement, que nous sommes face à des problèmes majeurs, qui se déploient à différentes échelles et partout sur la planète. Donc, d'une certaine manière, la nécessité de vivre avec, vu qu'ils sont partout. Mais ce que cette mondialisation permet également, c'est le déplacement constant des problèmes. Par exemple, des déchets dont on ne sait pas quoi faire, on peut les envoyer dans des territoires plus pauvres. Des industries chimiques, et c'est ce que nous montrons très clairement dans l'ouvrage avec Nathalie Jazz sur le gouvernement des mondes des toxiques, où nous suivons la géographie économique de l'industrie chimique qui s'est déplacée vers d'autres zones, notamment le sud-est asiatique et le Moyen-Orient. Donc la mondialisation permet ces déplacements-là, mais elle permet donc de faire porter les pollutions ou les risques sur des populations qui sont des populations du Sud ou des populations plus pauvres. Ce phénomène, nous le connaissons très bien dans les pays riches. Tout le monde n'est pas exposé de la même manière. On le connaît très bien aux États-Unis grâce aux travaux qu'il y a eu, mais c'est le même phénomène qu'on observe en France et qu'on a vu notamment au moment du Covid. Mais ce phénomène est un phénomène aussi mondial dans la mesure où il y a des différences géographiques et des différences sociales d'exposition qui sont majeures. Et le rôle des sciences sociales est vraiment de les documenter, de pointer leur persistance et de pointer leur invisibilisation constante. Alors, quand on travaille sur les questions de toxiques et des pollutions et les questions environnementales, on est amené à croiser les études de l'ignorance, je dirais, assez rapidement. Mais ce champ étant à la fois, ce sont des questions anciennes, mais les tentatives de structuration de ce champ sont récentes. Donc le dialogue, la lecture d'un certain nombre de travaux ont joué un rôle important dans notre manière de nous intéresser justement soit aux stratégies de construction sociale du doute, soit à la diversion, etc. Donc on a été collectivement amenés à lire un certain nombre d'auteurs, à les entendre, à discuter avec certains. Et peut-être qu'on a éprouvé le besoin à un moment donné de faire un point sur notre propre rapport aux études sur l'ignorance. Le numéro de la revue d'anthropologie des connaissances qui a été édité avec Laura Barbier,
Justina Moisard-Lanvin et Maëlle Goumri, qui sont des jeunes collègues, soit doctorantes pour certaines, soit post-doctorants. C'était vraiment l'occasion de réfléchir collectivement à ce que nous avions retenu de ces études et ce que nous souhaitions proposer. Ce qui est sûr, c'est que dans nos études, nous avons été très influencés par la nouvelle sociologie politique des sciences. Pour collaborer avec Scott Frickel ou Barbara Allen, qui ont porté la notion de science non faite ou undone science, qui est quelque chose que nous croisons beaucoup sur les questions environnementales. Nous avons voulu peut-être faire en quelque sorte le point sur ces travaux. Et donc nous avons proposé une lecture, notre manière de classifier ces travaux en 3 grands groupes. Je ne vais pas y revenir, je renvoie à l'introduction. Et nous avons essayé à partir de là de voir finalement qu'est-ce qui nous semblait mériter des travaux supplémentaires. C'est-à-dire qu'à la fois nous avions beaucoup de travaux sur l'ignorance, mais certaines questions que nous croisions, nous, dans nos travaux, n'étaient pas forcément suffisamment traitées. Une des choses importantes, c'est le dialogue avec des champs qui n'étaient pas forcément sur les questions de polluants, etc. Et notamment une approche historique assumée de la question de l'ignorance, sachant que même si on connaît beaucoup de choses sur la question des risques au XVIIIe, elles ne sont pas forcément saisies sous l'angle de l'ignorance. La deuxième chose importante à laquelle nous tenions, parce que ce sont des travaux que nous engageons actuellement, c'est l'élargissement vers les Suds. On voit bien que le champ de l'ignorance, même si Lindsay McGoy est quelqu'un qui a travaillé sur la santé globale, etc., c'est indéniable, mais la majorité des travaux, en tout cas c'est notre lecture, était concentrée sur les communautés scientifiques du Nord, en tout cas sur les espaces publics du Nord, et nous souhaitions voir qu'est-ce qu'un regard à partir des Suds, dans des situations très différentes, pour nous il n'y a pas un Sud mais des Suds, pouvait nous dire sur les différentes approches de la question de l'ignorance, et notamment peut-être sur la période la plus récente où la dimension stratégique ou délibérée pouvait peut-être s'observer plus directement. Enfin, quelque chose vraiment, autant qu'historien ou sociologue des sciences, qui nous tient à cœur, c'est où sont les frontières entre l'ignorance, l'incertitude, comment est-ce qu'on construit justement ce qu'on sait à partir des contraintes matérielles, et comment différentes ignorances peuvent s'enchevêtrer, ne pas permettre de saisir pleinement certaines questions, notamment des questions vraiment liées aux questions environnementales. Et la proposition notamment de s'intéresser à des formes matérielles d'ignorance, tout particulièrement dans les champs émergents. Donc ça, c'est cette réflexion qui était prospective et qui continue de l'être, parce que je pense que c'est un travail, on l'a posé dans ce numéro-là, on l'a vraiment conçu comme un premier jalon. Nous allons continuer à y travailler l'année prochaine. Et l'ouvrage Politique de l'ignorance, c'est vraiment une position un peu différente de ce que nous avons proposé dans le numéro spécial de la revue. C'est centré sur une question qui nous tient à cœur, je crois, qui est la question des inégalités, et comment les inégalités, différentes formes d'inégalités, sont rendues visibles, sont invisibilisées, et comment ce geste de la construction de l'invisibilité contribue à une construction de l'ignorance qui permet l'inaction publique sur certains problèmes. Et ces différentes formes d'inégalité que nous avons essayé de saisir, donc c'est vraiment un axe central de l'ouvrage, et puis une invitation justement à ne pas se saisir uniquement de ce qui apparaît dans l'espace public, tout comme on l'avait fait pour les risques. Nous reposons ce geste qui nous paraît important de s'intéresser aux espaces discrets, à ce qui n'est pas visible, et de s'y intéresser d'une manière approfondie, prendre au sérieux en tout cas cette question-là.
Alors, la question, le lien très fort qu'il y a entre inégalité et invisibilisation, je crois qu'on le voit sur beaucoup de cas d'exposition des populations à des pollutions contemporaines ou historiques. Personnellement, je retiens tout particulièrement le poids des héritages toxiques en quelque sorte. C'est là où il y a eu des industries qui parfois n'existent plus, qui ont pollué profondément les sols, ou alors l'exposition de certaines régions, et souvent les plus pauvres, à des pollutions importantes. On l'a vu pour Fos-sur-Mer. Il y a une discussion actuellement sur les incinérateurs autour des périphes à Ivry-sur-Seine. Et donc, comment, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on collecte les données, comment est-ce qu'on traite ces données? Il y a une chose toute simple qu'on peut voir quand on s'intéresse à la pollution de l'air, comme je le fais, que les habitations qui sont proches d'industries, proches d'incinérateurs, le nombre de capteurs, le nombre de stations qui sont dans ces régions est minime, voire ce n'est pas pertinent de mesurer la pollution à côté des secteurs industriels, dans la mesure où ça ne relève pas du travail des institutions en charge de ces mesures. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que souvent, les populations les plus, disons, socialement défavorisées sont aussi celles qui subissent le plus les pollutions et qui ont souvent le moins de moyens de répondre aux problèmes qu'elles posent. C'est le même constat qui est fait aujourd'hui par les experts sur le changement climatique. Certes, toute la planète peut être impactée par les perturbations climatiques, mais les populations les plus vulnérables, les plus socialement vulnérables, sont celles qui seront les plus impactées, notamment dans les pays du Sud. Et ça, c'est vraiment une donnée, je crois, massive des travaux que nous menons et qu'on a vu, notamment le cas du Covid, je crois, nous illustre encore une fois, s'il le fallait, cette inégalité, comme le dit Fassin, les inégalités de vie et les inégalités, on pourrait rajouter, des expositions aux problèmes. Alors j'aime bien toujours ouvrir un grand chantier et un chantier peut-être mineur. En plus des réflexions collectives que je poursuis, ma propre recherche porte sur les politiques des déchets toxiques. C'est vraiment une question qui me tient à cœur, hein, sur laquelle je réfléchis depuis très longtemps. Je travaille sur les déchets électroniques, notamment qui incluent des déchets, des terres rares, entre autres, des déchets du matériel informatique, mais aussi des déchets des panneaux solaires, pour réfléchir justement à qu'est-ce qui s'est transformé dans notre manière de penser traiter les déchets, mais aussi comment les solutions que nous apportons, qui sont mises en avant comme le recyclage ou le réemploi, fabriquent en quelque sorte les problèmes de demain. Et donc ce qui est au cœur de cette réflexion, c'est comment, en réponse aux problèmes environnementaux globaux, en réponse à la question du changement climatique, le verdissement de l'économie, quel que soit le degré de ce verdissement, l'adoption de nouvelles technologies est en train de prendre place avec les mêmes logiques qui sont celles qui ont présidé au déploiement des énergies fossiles, et donc d'essayer de bien comprendre ces logiques, car nous sommes en train de fabriquer des nouveaux problèmes. Donc ça, c'est un peu le chantier auquel je consacre beaucoup de temps de ma recherche. Il y a un deuxième chantier qui me tient à cœur, qui est vraiment, et peut-être plus dans une forme de recherche de proximité, sur les questions de santé-environnement, l'implication des citoyens, justement ces voix qui ne comptent pas suffisamment, qu'on n'entend pas,
et comment essayer de penser la question de la contre-expertise qui a été mise en avant dans les travaux sur l'ignorance, London Science, la science non faite, la science réclamée par certaines populations qui peuvent vivre à proximité d'incinérateurs ou d'usines polluées, comment réussir à faire entendre cette voix, à faire que des scientifiques s'y intéressent ou que ces collectifs de citoyens puissent s'organiser. Je crois que nous sommes face à un véritable problème en France. Contrairement à d'autres pays, il y a une réelle difficulté à prendre en compte dans l'expertise ou dans les politiques publiques cette voie. Donc je souhaite vraiment peut-être consacrer aussi une réflexion dans les années qui viennent à comment travailler ces inégalités sur le terrain.